Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps et vous retrouver dans les rues de Paris en cette chaude journée du 14 juillet 1789. L'air est lourd, chargé de poudre et de colère. Des milliers de Parisiens convergent vers une imposante forteresse médiévale qui se dresse comme un défi au cœur de la capitale. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que cette journée qui va changer le cours de l'histoire repose sur un malentendu colossal et cache des secrets que même les livres d'histoire ont oubliés. Car voyez-vous, la véritable histoire de la prise de la Bastille n'est pas celle que l'on vous a racontée. Derrière les images d'Épinal du peuple héroïque brisant les chaînes de l'oppression, se cache une réalité bien plus complexe, plus troublante et infiniment plus fascinante. Une réalité où un roi voulait déjà détruire sa propre prison, où des révolutionnaires se battaient pour libérer 2 fous et 4 faussaires, et où le premier entrepreneur de l'histoire moderne allait transformer les pierres d'une forteresse en produits dérivés révolutionnaires. Alors que les cloches de Paris sonnent l'alarme en ce matin du 14 juillet, personne ne se doute que cette journée révélera l'un des plus grands paradoxes de notre histoire. La Bastille, ce symbole terrifiant du despotisme royal, cette prison d'État qui hante les cauchemars du peuple depuis des siècles, est en réalité une coquille vide. Ces geôles, qui ont vu passer les plus grands noms de la littérature française, de Voltaire au marquis de Sade, n'abritent plus que 7 malheureux prisonniers, 7 âmes perdues dans l'immensité de cette forteresse, qui emploie plus de gardiens qu'elle ne compte de détenus. Mais le plus stupéfiant dans cette histoire, c'est que Louis XVI lui-même avait déjà signé l'arrêt de mort de la Bastille. Oui, vous avez bien entendu. Le roi de France, celui-là même que l'on accuse de tous les maux, avait pris la décision de raser cette prison devenue trop coûteuse pour les finances royales. Les urbanistes du royaume travaillaient déjà sur les plans d'une place publique qui devait remplacer cette relique du Moyen Âge. L'ironie de l'histoire veut que les révolutionnaires se soient battus pour détruire un bâtiment que le roi voulait déjà faire disparaître. Mais alors, pourquoi cette foule en colère s'est-elle dirigée vers la Bastille? La réponse tient en un mot, la poudre. Car si les insurgés parisiens ont pris d'assaut cette forteresse, ce n'était pas pour libérer des prisonniers politiques ou abattre un symbole de l'oppression. Non, leur motivation était bien plus prosaïque et infiniment plus stratégique. Ils cherchaient donc des munitions. Quelques heures plus tôt, ces mêmes révolutionnaires avaient déjà fait main basse sur l'hôtel des Invalides, s'emparant de 35 000 fusils dans un coup de force audacieux. Mais à quoi servent des fusils sans poudre? Les insurgés le savaient bien, et ils savaient aussi que la Bastille recelait un trésor de guerre. 250 barils de poudre, 20 000 cartouches, 20 petits canons et 500 boulets. De quoi armer une révolution. C'est donc une foule pragmatique et déterminée qui se presse devant les murailles de la forteresse. Mais face à eux, se dresse un homme qui va entrer dans l'histoire pour toutes les mauvaises raisons. Bernard René, Jourdan de Launay, gouverneur de la Bastille. Les témoignages de l'époque sont unanimes. Cet homme est l'antithèse du héros militaire. Peureux, inexpérimenté, irrésolu, il incarne tout ce que l'ancienne noblesse française a produit de plus médiocre. Quand l'histoire frappe à sa porte, de Launay n'est pas à la hauteur de l'événement. Imaginez la scène. D'un côté, une centaine de soldats retranchés derrière des murailles épaisses, disposant d'un arsenal considérable et d'une position défensive imprenable. De l'autre, une foule hétéroclite d'artisans, de commerçants et d'ouvriers, armés de briques et de brocs, sans formation militaire ni stratégie coordonnée. Dans toute logique militaire, la Bastille aurait dû résister des semaines. Mais l'histoire ne suit pas toujours la logique,
car les assaillants vont faire preuve d'une intelligence tactique remarquable. Plutôt que de donner l'assaut frontalement, ils envoient plusieurs délégations à l'intérieur de la forteresse. Ces émissaires ne viennent pas négocier, ils viennent observer. Et ce qu'ils découvrent les rassure. Le gouverneur de Launay est complètement dépassé par les événements. La panique se lit sur son visage, l'indécision paralyse ses gestes. Les révolutionnaires comprennent alors qu'ils ont affaire à un homme brisé avant même que la bataille ne commence. Cette faiblesse du commandement va précipiter la chute de la forteresse. Quand les premiers coups de feu éclatent dans l'après-midi, de Launay fait tirer ses canons, mais mollement, sans conviction. Son tirs sont trop faibles pour disperser la foule, mais suffisamment meurtriers pour l'exaspérer davantage. C'est l'erreur fatale. Il transforme une négociation tendue en bain de sang, sans pour autant se donner les moyens de la victoire. Les insurgés ripostent en pointant leurs propres canons vers le pont-levis. La menace est claire. Ils peuvent désormais forcer l'entrée de la forteresse. Face à cette escalade qu'il a de lui-même provoquée, de Launay perd ses derniers petits moyens. Dans un geste de désespoir, il fait agiter un drapeau blanc aux murailles. La capitulation. Mais voilà où l'histoire bascule dans le tragique. Car si les chefs des assaillants sont prêts à négocier une reddition honorable, la foule, elle, n'entend plus rien. Le sang a coulé, la colère a atteint son paroxysme. Quand le pont-levis s'abaisse enfin, c'est un déferlement de violence qui s'engouffre dans la forteresse. Ce qui suit relève du cauchemar. Dans la confusion la plus totale, des émeutiers s'entretuent, se prenant mutuellement pour des ennemis. Des soldats et des soldats de la garnison tentent de se déguiser en citoyens pour échapper au massacre. D'autres sont confondus avec des prisonniers et sauvent ainsi leur vie par un malentendu salvateur. Quant au gouverneur de Launay, son sort est scellé. La foule le lynche sauvagement et un cuisinier au chômage lui tranche la tête avec un couteau de cuisine. Cette tête sera promenée au bout d'une pique dans tout Paris, inaugurant une sinistre tradition révolutionnaire. Et les prisonniers, ces symboles vivants de l'oppression royale pour lesquels le peuple était censé se battre. Leur libération tourne à la farce tragique. Dans l'euphorie du moment, les clés des cellules ont déjà été emportées, comme trophée, par les premiers assaillants. Il faut enfoncer les portes pour libérer les 7 détenus. Mais quelle déception! Pas de héros de la liberté, pas de martyrs politiques. Seulement 4 faussaires qui profitent de la confusion pour disparaître dans la foule. Un noble pervers enfermé pour inceste avec sa propre sœur et 2 pauvres fous que l'on promène un temps comme des symboles avant de les enfermer rapidement à Charenton pour ne plus jamais en entendre parler. Cette journée du 14 juillet 1789 révèle ainsi toute l'ambiguïté de la Révolution française naissante. Car si la prise de la Bastille marque effectivement le début d'une ère nouvelle, elle le fait dans la violence, le malentendu et l'improvisation. Les révolutionnaires ont détruit un symbole que le roi voulait déjà abattre, libérer des prisonniers qui n'avaient rien d'héroïque et transformer une opération militaire rationnelle en boucherie sanglante. Mais l'histoire, cette grande magicienne, allait bientôt transformer cette journée chaotique en mythe fondateur. Et c'est là qu'intervient un personnage extraordinaire. Un homme qui va inventer, sans le savoir, le marketing moderne et la commercialisation de l'histoire